c'est un vieux pays. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette troisième émission de l'année pour la PNIX, l'émission géopolitique du journal international et de la radio Le Troisième Lieu. Vous pouvez déjà retrouver en ligne l'émission animée par Flavien et ses chroniqueurs sur le Cachemire et celle d'Aya sur l'Amérique du Sud. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition de l'année consacrée à l'Afrique. Cette édition réalisée en partenariat avec l'Institut Afrique Monde. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une version écrite des interventions que vous allez entendre de la part de nos chroniqueurs sur le site internet de l'Institut, institutafriquemonde.org. Alors, le sujet du jour pour cette première émission, ce sera les femmes au cœur de l'Afrique. À travers les femmes et l'Afrique, on croise finalement deux thématiques qui font de plus en plus l'actualité. On a longtemps accordé un rôle très réducteur aux femmes en occultant leur importance dans l'histoire et dans toutes les sociétés. Les tabous comme les clichés se brisent enfin, et aujourd'hui on commence à donner aux femmes au moins la parité, l'égalité qu'elles méritent. On met en avant récemment le respect des droits des femmes et de leur dignité avec le mouvement MeToo et ses échos qui dénoncent les viols et comportements dégradants dont elles peuvent être victimes partout dans le monde. En ciblant en particulier les femmes africaines, on a une évolution progressive au niveau de leur représentation et de la reconnaissance de leurs compétences, avec notamment la nomination il y a à peine une semaine de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, comme nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors en parlant de nomination, justement, qui dit nouvelle émission dit nouvelle équipe, et je suis entouré aujourd'hui de 4 chroniqueurs qui s'intéressent aux thématiques du continent africain. Alors bienvenue à tous les 4 dans le studio. Merci. Et je vais commencer mon petit tour de table pour vous présenter. Alors à ma gauche, j'ai Abla. Oui. Donc toi, tu es étudiante en première année. Exactement, je suis en lettres modernes en première année. D'accord, à Lyon 3 donc. Oui, exact. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la condition des femmes au Maghreb. Ensuite, je continue sur ma lancée avec Lou. Alors toi, Lou, on a déjà pu t'entendre l'année dernière à l'occasion d'une émission sur le cacao, je crois. Et tu es en 3e année. De double licence droit et de sciences politiques à Lyon 3 aussi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des Amazones du Dahomey et des femmes guerrières en Afrique. Ensuite, Trésor. Donc toi, tu nous viens de RDC, me semble-t-il. Oui. Moi, je suis étudiant en Master 2 en Relations internationales et francophonie à Lyon 3. Aujourd'hui, je vais vous parler des viols comme armes de guerre en République démocratique du Congo et les combats de Denis Mukwege, les nouveaux prix Nobel de la paix. Très bien, sujet brûlant d'actualité, effectivement. Et je finis mon tour de table par Agathe. Bonjour à tous. Alors moi, je suis étudiante en sciences politiques et en droit à Lyon 3 également. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mécanisme des tontines. Et voilà, donc 4 sujets dans l'actualité finalement. Et on va commencer sans plus attendre par écouter Lou qui donc va nous parler des Amazones et va nous faire voyager du côté du Bénin. On t'écoute. Tout à fait. Alors du côté du Dahomey plus exactement, pas tout à fait encore le Bénin, mais je vais commencer d'abord par vous parler d'un film dont vous avez sûrement déjà entendu parler, voire sûrement déjà vu. C'est Black Panther, réalisé par Ryan Coogler et qui est sorti en février 2018. Alors à votre avis, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Très bonne question. Aucune idée. Alors vous vous rappelez sûrement de la fabuleuse armée de ce pays, le Wakanda. Composée quasiment à la moitié de femmes. Et bien il faut savoir qu'en fait cette armée du Wakanda a été inspirée par une histoire vraie qui est l'histoire des Amazones du Dahomey. Alors pour recontextualiser un petit peu, le royaume du Dahomey c'est un royaume africain entre le 17e et le 19e siècle. Géographiquement ça s'étendait du plateau d'Abomey jusque vers la côte atlantique en fait au 18e siècle. Ça s'est étendu progressivement et donc c'est une partie de ce qui est aujourd'hui l'actuel Bénin. Les Amazones du Dahomey, c'était des femmes guerrières au service du roi. En fait, elles ont été surnommées les Amazones par les Européens, mais au Dahomey, elles s'appelaient les Mino. Alors les Mino, ça veut dire nos mères, en langue, pardon pour la prononciation, en langue fon, je crois. Ouais, enfant, tout à fait. Voilà. En fait, par ce nom, les Mino, donc on désigne ce que les Européens ont appelé les Amazones du Dahomey, donc les femmes guerrières de l'armée du Dahomey. En réalité, elles auraient vu le jour au début du XVIIIe siècle, au moment où le roi, à l'époque, avait décidé d'incorporer ses propres épouses dans l'armée. Et depuis, elles sont devenues un corps permanent en fait, de cette armée professionnelle. Et elles ont été recrutées au-delà du cercle intime du roi. Parce que le roi, déjà, lui, était polygame. Donc il y avait plusieurs... Oui, il avait plusieurs femmes. Il avait suffisamment de femmes pour avoir une armée, on va dire, de femmes. Ça en fait déjà quelques-unes, effectivement. Mais au bout d'un moment, c'était quand même insuffisant. Donc il a fallu aller recruter ailleurs un petit peu. Et ils se sont dit qu'ils allaient les professionnaliser. Donc les universitaires français et européens, surtout, qui ont travaillé sur ces femmes, les décrivent souvent comme l'élite en fait de l'armée du royaume. Selon eux, elles brisent réellement l'idée que les femmes ne peuvent pas se battre avec force et courage comme les hommes.
Alors, pour vous décrire un peu la situation là-bas, je me suis référée en fait aux écrits de l'explorateur victorien Sir Richard Burton, qui est allé au Dahomey en 1863 pour nous écrire ces femmes et le fonctionnement en fait de leur armée féminine. Donc selon ces récits, elles auraient été formées dans l'idée non pas pour être aussi fortes que les hommes, mais 2 fois plus fortes que les hommes, pour vous dire si leurs capacités physiques peuvent surpasser certains. Elles s'étaient formées donc de façon professionnelle et leur credo c'était vaincre ou mourir. Leur armée fonctionnait exactement comme les armées qu'on connaît aujourd'hui. La hiérarchie comprenait des officiers, des sous-officiers et les soldats. Alors leur rang en fait était attribué dans l'armée en fonction de leur rang social au moment du recrutement. Elles étaient formées pour manier aussi bien les armes à feu qui étaient achetées par tous les bénéfices de la traite des esclaves en fait au Bénin, et elles excellaient aussi dans le combat au corps à corps et aux lames. Voilà. D'accord, ouais, parce qu'à l'époque on avait déjà introduit les armes à feu en Afrique depuis un petit moment, parce qu'ils les achetaient en fait aux Européens, et comme tu le disais, ils les échangeaient contre des esclaves, que ce soit aux Français, aux Portugais et à tous ceux qui avaient installé des comptoirs commerciaux. C'est ça, et le rôle de ces femmes en fait était, selon Sir Richard Burton, primordial pour le royaume. En fait c'est le rôle de l'armée même en général qui était primordial, à tel point que Paul Meruot, un universitaire français qui a beaucoup étudié cette armée, disait à propos du Dahomey, ce n'est pas un peuple qui l'habite mais une armée. Et dans cette armée, le régiment des femmes représente pas moins d'1/3 des effectifs en temps de guerre, et l'intégralité de l'armée permanente. Tout ça pour souligner que c'est vraiment, en fait, la base de l'armée du Dahomey, les femmes. Leur engagement au combat, qui est décrit comme très intense et très très important, nourrit beaucoup de récits qui les décrivent comme vraiment prêtes à tout, n'ayant peur de rien, presque sanguinaires. On leur prête même l'habitude de décapiter leurs ennemis une fois qu'elles les ont achevés. Ouais, c'est sympa, effectivement. Oui, voilà. Donc elles sont décrites d'une façon très, très particulière et très sanguinaire, mais aussi d'une façon presque sacrée pour le pays. Et alors, cette situation presque sacrée demande quand même quelques sacrifices. Est-ce que vous auriez une idée de quel sacrifice une femme doit faire pour rentrer dans l'armée du Dahomey ? Vous avez bien une idée. Est-ce que ce serait en rapport avec la famille ? Est-ce que un peu. Le couple, avec les enfants. Ouais. C'est ça. En fait, elles sont recrutées dès leur plus jeune âge, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles doivent faire vœu de chasteté. C'est-à-dire qu'une femme guerrière ne peut pas se marier, sauf si on décide de l'offrir à un guerrier homme qui s'est illustré au combat, ou si le roi décide de la prendre pour femme. Ah bah c'est très égalitaire ça comme système, c'est bien. C'est ça. En fait, elles doivent refuser, elles, de choisir le mariage, mais elles peuvent être offertes en fait, mais elles sont réservées aux meilleurs hommes de l'État. Parce que ce sont les meilleures femmes de l'État, les guerrières, celles qui protègent leur État. Donc elles sont forcément avec quelqu'un de bien finalement. Donc, voilà. En fait, dans cette idée, on retrouve vraiment l'idée de la femme essence de la nation, essence de l'homme et protectrice, mais outil de la nation, qui est là vraiment pour le protéger, mais... protéger et servir, donc. Voilà, servir, exactement, c'était le terme que je cherchais. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, donc, elles étaient vraiment sélectionnées dès leur plus jeune âge, et elles sont entraînées dès leur enfance, et cet entraînement à outrance et cette perfection de la tâche, en fait, c'est ce qui a poussé le Britannique Burton à les définir comme le pendant féminin des légendaires guerriers spartiates. Elles fonctionnaient un peu comme la cité de Sparte, sauf que les guerriers de Sparte n'étaient que des hommes. Et cette armée de femmes, en fait, par son originalité, a vraiment formé la légende du royaume grâce à leurs nombreux succès et à leurs nombreuses batailles très spectaculaires, comme par exemple lors des guerres de colonisation, et notamment cette fameuse bataille de 1892 contre les Français. En effet, quand les Français arrivent au Dahomey avec cette fois la ferme intention de prendre le pays, c'est elles qui les combattent en première. Et alors selon le général Dodds, qui était à la tête de l'armée française, ce fut la journée la plus meurtrière de cette guerre. Ah oui. Donc c'est dire si elles étaient efficaces. Elles se sont bien défendues, effectivement. C'est ça. Le capitaine Jouvel a même rajouté que ces Amazones étaient des prodiges de valeur. Elles viennent se faire tuer à 30 mètres de nos carrés. Elles n'ont donc pas froid aux yeux, parce qu'il faut rappeler qu'elles n'étaient que 1200 contre 3000 Français. Donc, selon le général Dodds, si cette journée a été la plus meurtrière pour ses rangs, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour l'armée du Dahomey. Et les Français, en fait, ont réussi à avoir raison d'elles et ont pris le royaume. Ça a sonné la fin du régime tel qu'il était à ce moment-là, et aussi la fin de l'armée, puisque le nouveau roi mis en place par les Français a décidé de dissoudre ce régiment de femmes. Mais elles sont quand même restées dans la légende. Alors ici, je parle bien d'une légende, je vais l'expliquer. En fait, on doute pas du tout ici du fait qu'une armée de femmes puisse être capable de créer autant de dégâts, c'est pas du tout la question. Elles ont suscité énormément la curiosité, mais aussi l'imaginaire des Européens, à commencer par le surnom qui leur a été donné.
Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que je dis ici que le surnom qu'il leur a été donné par les Européens fait partie de leur imaginaire? Le surnom d'Amazon, d'Amazon du Dahomey, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est surtout le mythe antique des Amazones. Donc, pour les Grecs, c'est un peuple de femmes guerrières autonomes. C'est-à-dire que c'est un peuple uniquement de femmes qui ne cherchent l'homme que pour enfanter. Et en fait, elles sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'elles sont femmes guerrières, chefs de guerre, mais chefs d'État aussi, tandis que les hommes sont ce qu'on appellerait aujourd'hui hommes au foyer, en fait. Ils sont là pour éduquer les enfants, etc. Mais la part de la population qui va pouvoir diriger le pays et faire ses preuves, en fait, ce sont les femmes. Et donc, en fait, les Européens, en arrivant au Dahomey et en se retrouvant face à une armée de femmes, eux, ils pensent quoi? Ce sont des femmes guerrières, ce sont elles qui détiennent le pouvoir. Et donc, ils les ont appelées les Amazones du Dahomey, car l'image de la femme au pouvoir qui détient tous les pouvoirs pour les Européens, c'est le mythe antique grec des Amazones. Voilà. Mais il faut quand même un peu nuancer l'idée que les Européens s'étaient fait de ces femmes, parce que si elles se battent à la perfection, ou du moins si elles sont entraînées pour se battre à la perfection et qu'elles font ça très bien, elles sont loin, mais très loin d'être libres et d'être indépendantes. Donc comme on l'a vu, je vous l'ai dit, elles n'ont pas le droit de se marier et elles n'ont pas le droit de choisir, si le gars venait à se présenter, qui elles vont épouser. Mais ça va même plus loin, parce qu'en fait elles n'ont pas le droit d'avoir de contact extérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont rentrées dans l'armée, elles vivent toutes dans des palais qui leur sont réservés, vivent dans le grand luxe, mais elles sont entre elles. C'est un peu le principe d'un harem, c'est-à-dire que le roi a tous les droits sur ces femmes guerrières, et le fait qu'elles puissent être offertes à n'importe quel guerrier aussi, ça les objectise un petit peu en fait, et ça remet un peu en question cette idée de la femme forte et indépendante qu'on pouvait avoir du point de vue des Européens. Cette armée du Dahomey n'a pas fait rêver que les Européens, et n'a pas inspiré que le discours de l'indépendance des femmes en Europe. Elle a aussi inspiré d'autres dirigeants plus contemporain. Est-ce que vous voyez à qui je veux faire référence? Un dirigeant qui aurait eu une armée de femmes, rien que pour lui. Qui avait sa garde rapprochée. Très rapprochée. Et qui est tombé il y a quelques années, je crois, justement. Eh ben, il ne s'agit pas moi que de Kadhafi, ancien dirigeant libyen. Oui. Dont la garde rapprochée était exclusivement composée de femmes, une quarantaine à peu près, on estime. Et donc, bien que ces femmes aient été militaires, ça n'a pourtant pas vraiment aidé à améliorer la condition de la femme dans le pays. Alors, premièrement, parce que Kadhafi était lui-même soupçonné de les utiliser plus à des buts sexuels qu'à des buts militaires. Comme le roi du Dahomey, finalement, peut-être. Peut-être, on n'a pas de preuves écrites, mais... Et sans oublier aussi que que si aujourd'hui certains médias montrent que la condition des femmes est en train de se dégrader après la chute du régime de Kadhafi, il faut quand même rappeler que sous le régime de Kadhafi, c'était loin d'être au top au niveau de l'égalité homme-femme et de la protection des femmes. Déjà, une femme n'avait pas le droit de s'exprimer sur la scène publique et internationale et encore moins nationale. Et on a de nombreux témoignages de violences faites aux femmes sous le régime de Kadhafi, y compris dans le cercle très intime du dirigeant. Et on a aussi de nombreux témoignages de femmes et d'hommes qui tentent de protéger leurs femmes et qui disent que quand Kadhafi arrive dans un village, c'est la terreur et que plus aucune femme n'ose sortir parce que s'il pose les yeux sur elle, c'est fini. Ouais, c'était le monarque absolu. C'était, voilà. Donc ce climat de terreur qui est en fait représenté par le dirigeant mais qui régnait dans tout le pays pour une femme envers un homme qui la regarde un peu trop lourdement, si on peut se permettre l'expression, était déjà présent sous le régime de Kadhafi. Donc c'était pas non plus un exemple en fait de l'égalité homme-femme, même si on aurait tendance à dire que si ces femmes intègrent l'armée, c'est déjà un pas en avant. Pour rester sur les références cinématographiques, ce régime-là aussi a été fortement parodié par Sacha Baron Cohen dans son film Le Dictateur, et pourtant donc les Européens, eux, ont construit ce mythe de la femme indépendante et ils l'ont presque même transmis en fait au continent africain avec la continuation de la colonisation après cette fameuse bataille au Dahomey. Puisque aujourd'hui, on retrouve encore la très forte importance de ce mythe des Amazones du Dahomey et de l'indépendance de la femme guerrière. Jusqu'à même très récemment, en fait, on a vu un collectif de chanteuses en 2017 contre les violences faites aux femmes et qui, elles ont choisi de s'appeler les Amazones, en fait, pour souligner leur volonté de se battre, leur volonté d'être libre et d'être femme indépendante. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique, Lou. Finalement, c'était presque aussi une filmographie, parce que tu nous as cité The Dictator de Sacha Baron Cohen, tu nous as cité plusieurs Marvel. Et très bien, merci beaucoup pour cette chronique, alors qui nous a fait déplacer du Bénin à la Libye, finalement, en passant aussi un petit peu par l'Europe. Maintenant, on va écouter Agathe, qui va nous parler du principe économique de la tontine. On t'écoute. C'est ça. Alors moi, je vais plus me concentrer sur le volet économique.
de la condition des femmes sur le continent africain avec le mécanisme de la tontine qui est particulièrement répandu en Afrique. Pour mieux comprendre ce mécanisme, il faut partir d'un constat simple tout d'abord, c'est que 80% de la population mondiale est exclue du système bancaire formel. Et on voit cette exclusion notamment sur le continent africain. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on observe un taux de bancarisation très très faible de seulement 12%. Il y a effectivement une grande difficulté d'accès au système bancaire pour les Africains. Et donc, ils ont décidé de se tourner depuis longtemps vers un système de crédit informel qui est la tontine. D'abord, on va s'intéresser à l'origine historique de ce mécanisme, d'où elle vient, à quelle époque elle est apparue. Donc, la tontine, elle doit son nom à un banquier napolitain appelé Lorenzo Tonti. En effet, au XVIIe siècle, Louis XIV demande à son premier ministre Mazarin de réapprovisionner les caisses de l'État. Et donc, il sollicite ce banquier napolitain pour trouver une nouvelle méthode. Quelle méthode va-t-il donner ? Il va proposer que chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Dans cette situation, c'était l'État qui touchait le capital, donc pour renflouer les caisses. Donc ensuite, on va s'intéresser plus concrètement en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie la tontine et comment elle s'organise ? C'est un principe très simple. Un groupe de personnes qui décident de créer un pot commun où chacun versera la même somme d'argent régulièrement. Et cette somme profitera à tous, à tour de rôle, sous forme d'un prêt sans intérêt. Au niveau juridique, cette tontine n'a pas encore une place très ancrée en Afrique. Cependant, elle bénéficie d'une personnalité juridique propre. Les personnes qui doivent de l'argent ne la doivent pas aux autres membres de la tontine, mais à la tontine elle-même. Cependant, ce mécanisme n'est pas encore reconnu légalement. Mais il y a en ce moment des lois sur les institutions mutualistes et coopératives d'épargne et de crédit qui sont en cours d'adoption dans les parlements nationaux, dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui reconnaissent ce mécanisme. On espère que bientôt ce mécanisme sera reconnu légalement en Afrique. Ensuite, je vais essayer maintenant de vous expliquer globalement quelles sont les différentes formes de tontine qui existent sur le continent africain. Oui, parce que c'est très répandu, hein. Il y en a aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, hein, ouais, c'est ça ? C'est vraiment un mécanisme qui s'applique à tout le continent et très très répandu, oui. Donc au début, quand est née la tontine, c'était essentiellement une tontine de travail, c'est-à-dire que les personnes se réunissaient pour partager des travaux pour leur maison, par exemple, ou à la suite de catastrophes naturelles pour réhabiliter leur maison. Ensuite, petit à petit, avec l'augmentation de la circulation de l'argent, la tontine financière est apparue. Donc il y a différents noms qui sont donnés à chaque tontine dans chaque pays d'Afrique. Est-ce que vous pourriez me citer un exemple, par exemple, que vous connaissez un nom de tontine dans un pays ? Moi non, mais Trésor, t'as peut-être ça. Moi, je peux citer, par exemple, il y a Kadeko chez nous au Congo. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est pour le moment. C'est ça. Bien joué, 10 points. Bravo Trésor. Alors en effet, comme tu l'as dit, les Yakadoku au Congo, mais également en Gambie, on les appelle les Osusu. Donc voilà, c'est vraiment un nom spécifique dans chaque pays. Donc je vais essayer de vous dresser brièvement une espèce de typologie des différentes tontines. Donc il y a d'abord des tontines fermées. Là, c'est l'hypothèse où les membres qui se regroupent pour former une tontine se connaissent à l'avance. Et donc, bien que l'adhésion soit libre, elle est souvent très sélective au niveau social. C'est un cercle d'amis ou une famille qui décide de créer une tontine. Ensuite, contrairement, il y a la tontine ouverte. Donc là, c'est l'hypothèse où des personnes se regroupent mais ne se connaissent pas à l'avance et décident de former une tontine à l'initiative de l'une de ces personnes. Ou alors c'est une tontine où des adhérents peuvent parrainer une personne de leur entourage, mais qui ne connaît pas les autres membres. Ensuite, on différencie aussi les tontines au niveau financier. Donc il y a la tontine mutuelle, là c'est la forme de base que j'ai déjà expliquée, où c'est la forme la plus répandue. Chacun dépose de l'argent et un membre y bénéficie à chaque fois.
Cependant, il y a des formes qui disposent de caractéristiques bien spécifiques, par exemple la tontine commerciale. Donc là, ce sera des fonds qui seront collectés par un tiers qui a pris l'initiative de la création du groupe et qui joue le rôle de banquier. Il prélève une commission pour le service qu'il rend. Et enfin, il y a la dernière forme de tontine qui est la tontine financière. Et ici, les dépôts sont effectués par l'ensemble des adhérents et ils sont mis aux enchères selon des modalités statutairement définies. Donc là, dans cette hypothèse, c'est le participant le plus offrant qui paye donc des intérêts pour seulement emprunter de l'argent à la tontine. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les femmes principalement décident de se tourner vers ce système en Afrique. Donc est-ce que vous avez une idée Peut-être parce que justement le capital, je pense qu'on allait dire un peu la même chose, c'est que le capital n'est pas forcément facile à mobiliser, puisque les salaires sont pas très élevés. Exactement. C'est ça, oui, c'est un début de réponse. Donc déjà, on observe que depuis longtemps, c'est les femmes qui sont les plus présentes au sein de ce mécanisme. Par exemple, le professeur d'anthropologie Parker Shipton a effectué une enquête en 1987 et ce qui ressort principalement de son enquête, c'est que 17% des femmes interrogées appartenaient à des tontines contre 1% des hommes. Donc même si les temps ont évolué, la proportion reste globalement la même. Donc pourquoi se tourner vers une tontine? Comme je l'ai déjà dit, au niveau économique, il y a une grande difficulté d'accès au système bancaire classique, soit parce que le prêt est trop long à obtenir, soit parce que les démarches sont parfois trop compliquées, donc ça va décourager les femmes, ou aussi, bien souvent, c'est pour un manque de confiance envers le système bancaire formel, et donc on préfère demander de l'argent aux personnes qu'on connaît qui font partie de la tontine. Cette tontine permet de faciliter l'épargne et faciliter l'économie. En effet, on a une obligation de donner à la tontine et donc on ne dépense pas notre argent. Ça nous force à épargner. C'est logique. Ensuite, ça nous permet d'obtenir de l'argent au moment où on le souhaite, parce que très généralement, dans les tontines, chacun choisit le moment dans lequel il va demander à avoir à bénéficier de la somme. Ouais. Tout à fait. Enfin, ça permet de ne pas céder à la pression sociale. Donc, en effet, la date est tenue secrète à l'intérieur du groupe. Donc, même le mari ne sait pas quand sa femme va percevoir l'argent. Donc, ça permet de ne pas céder à la pression sociale de quelqu'un qui nous demande de l'argent. Voilà. Ça permet aussi à un grand nombre de femmes de lancer leurs activités professionnelles ou de développer leurs activités commerciales. Enfin, l'aspect le plus important qui ressort, surtout en Afrique, c'est l'aspect social. Donc, les femmes vont surtout se réunir pour échanger sur leurs problèmes, sur leurs différents projets. Et donc, ça va vraiment être un facteur social pour elles d'appartenir à la tontine. Donc, on peut remarquer ça, par exemple, du fait que l'obligation de rendre soit basée sur la morale associée aux groupes qui ont des liens forts. En effet, refuser de donner est un risque d'exclusion sociale. Donc la pression sociale est vraiment très très importante car les tontines représentent souvent des groupes de familles, d'amis. Donc ça permet aussi la création d'une solidarité entre ces femmes qui se substituent souvent à la sécurité sociale des services publics. Donc comme on l'a déjà dit, ça leur permet d'échanger sur leurs problèmes, de s'entraider. Le facteur le plus important, c'est la confiance qui est gage de sécurité. Donc, dans ce cas, il y a un devoir moral d'être présent à chaque réunion, sinon il y a une perte de confiance du groupe. Donc, on a vu que ce mécanisme présentait de très grands avantages pour les femmes. Néanmoins, il existe certaines critiques à ces tontines. À votre avis, de la part de qui sont faites ces critiques? Des hommes? Oui. Des banquiers? Oui, c'est ça. Des banquiers surtout. Ouais. Surtout Qui sont des hommes? Principalement aussi, oui. Donc les banquiers, ils voient surtout une fuite de liquidités. Cependant, on a vu que la raison principale pour laquelle les Africains et les Africaines surtout se tournent vers les tontines, c'est la grande difficulté d'accès au système bancaire. Donc on peut se demander si le système bancaire était plus facile d'accès, est-ce que les tontines seraient autant sollicitées en Afrique? Ensuite, la majeure
la majorité des critiques viennent des gouvernements africains qui voient un frein au développement avec la mise en place de financements parallèles. Cependant, comme on l'a vu, elle permet à de nombreuses femmes de développer ou d'agrandir leurs activités professionnelles. Elle permet aussi l'investissement, donc on peut se poser la question si c'est vraiment un frein au développement, comme ils le prétendent. Et enfin, l'argument qui revient le plus sur ce mécanisme, c'est la non-égalité entre les membres de la tontine. Le premier bénéficiaire va profiter d'un prêt gratuit immédiat, alors que le dernier ne touche pas d'intérêt. Et donc, l'inflation risque d'éroder la dette. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Agathe. C'était vraiment super intéressant. C'est vrai que c'est un système, je sais pas vous, bon, Trésor, tu connaissais déjà, mais c'est vrai que c'est très ancré dans le système traditionnel, mais nous, d'un point de vue d'Européens lambda, on n'en entend pas forcément parler. Tout le monde a une banque déjà en Europe. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup moins répandu en Europe et c'est très peu connu. Et puis bon, même si c'est critiqué, ça reste quand même un bon levier d'économie et d'entrepreneuriat pour les femmes, donc c'est vraiment très intéressant. Merci. Et aussi, il faut dire que ces derniers temps, en Afrique de l'Ouest, il y a quand même quelques interdictions, parce que au-delà de ce qu'elle a dit, que ça freine le développement de pays, mais aussi il y a beaucoup de plaintes du genre que quelqu'un qui prend en premier lieu, elle fouille, ou une femme par exemple, elle fouille, et puis c'est des plaintes qui viennent ensuite. Voilà. Mais c'est les organisateurs de la tontine eux-mêmes qui vont partir avec l'argent. Voilà, avec la caisse, Voilà, c'est le banquier qui s'en fait avec la caisse. Très bien. Et ben maintenant, on va partir vers l'Afrique du Nord, et je me tourne vers Abla, puisque maintenant tu vas nous parler un petit peu de la situation des femmes au Maghreb, et je crois plus particulièrement au Maroc, c'est bien ça ? Exactement, bon, j'ai essayé d'élargir au maximum, mais c'est vrai que ça se concentre un petit peu plus sur le Maroc, donc je vais commencer avec des chiffres officiels. À votre avis, combien de femmes sur 3 sont victimes de harcèlement sexuel au Maroc ? 3 ? Moi, je crois que c'est 2 sur 3. 2 sur 3, exactement. C'est beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. Ouais. En 2015, au Maroc, 65% des violences faites aux femmes sont physiques. Et ça encore, ce ne sont que les chiffres enregistrés par les tribunaux marocains. Ne sont pas pris en compte, par exemple, les violences dans les milieux ruraux, où les femmes ne dénoncent pas les agressions qu'elles subissent, ou par manque de structure d'aide, ou pire, parce qu'elles ne se considèrent pas victimes et ne réalisent pas donc la gravité d'une agression. Parce que, oui, quasiment un an après les hashtags Balance ton porc et MeToo, donc comme tu as dit Nicolas tout à l'heure, qui ont fait rage sur les réseaux sociaux, après les Harvey Weinstein et autres figures internationales du cinéma qui se sont bien fait démonter en faisant les unes scandaleuses des journaux, au Maghreb, on peut encore se faire agresser sexuellement, puis aller porter plainte au commissariat et se retrouver très malencontreusement contrainte d'épouser son agresseur. Donc oui, vous l'avez bien compris, je vais parler en particulier des violences faites aux femmes. Alors oui, bon, on radote, on rabâche, c'est surfait, mais finalement on ne parle pas assez de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, une question très importante finalement, le Maghreb c'est quoi d'abord ? Parce que bon, la Méditerranée, le thé à la menthe, les chameaux, on veut bien, mais... En fait, je pense que le Maghreb c'est un mot arabe qui signifie... En fait, ça signifie soleil, en fait. Exactement. 10 points en plus 10 points encore. Plus, ouais. Loin loin devant tout le monde. C'est très bien. Et donc c'est ça, c'est 3 pays d'Afrique du Nord où se pratique depuis le début du 7e siècle un islam sunnite, qui est le courant majoritaire de l'islam, et qui est très marqué par la présence d'importantes confréries religieuses. Et dans ce cadre culturel séculaire, le statut de la femme relève de la charia. La charia, c'est donc l'ensemble des règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman. Petite piqûre de rappel, je vais encore vous solliciter, c'était quand l'indépendance au Maghreb ? Dans les 3 pays que j'ai cités. Ça dépend du pays. Ouais, les 3 pays que j'ai cités. Question On commence par le plus facile, l'Algérie. L'Algérie, exactement, 1962. Et donc le Maroc et la Tunisie un petit peu avant, en 1956. C'est vrai que l'obtention des indépendances a bel et bien permis la réalisation d'un développement économique et culturel non négligeable dans ces 3 pays. Et parmi les résultats les plus visibles, on peut noter quand même une certaine forme d'émancipation de la femme à travers une éducation qui leur est devenue plus accessible, ainsi que l'accès au travail dans pratiquement tous les emplois des secteurs secondaires et tertiaires. En Tunisie en particulier, on peut noter les réformes mises en place l'année qui a suivi l'indépendance et qui ont bien fait leur effet. Il y a eu l'adoption du code du statut personnel qui a abouti sur l'abolition de la polygamie et le droit au divorce. Mais au Maroc et en Algérie, ça se concrétise un peu plus tardivement, avec les codes de la famille en 2004 au Maroc, qu'on appelle la Moudawana, et en 2005 en Algérie. Et aujourd'hui, on en est où
Alors aujourd'hui, ça va mieux en théorie, mais en pratique, pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, même si la femme est égale à l'homme aux yeux de la justice, les mentalités visiblement ne suivent pas. On peut parler notamment de l'accumulation d'agressions qui ont suscité bien des débats houleux sur les réseaux sociaux. Ça nous rappelle un peu le printemps arabe. Il y a eu le suicide d'Amina en 2012, une jeune Tunisienne contrainte d'épouser son violeur. L'histoire de Khadija, une jeune fille de 17 ans agressée, violée puis séquestrée dans un petit village du Maroc il y a quelques mois à peine. Alors oui, après... les réformes semblent s'accélérer, du moins à première vue. Depuis le mois de septembre, par exemple, au Maroc, une loi est en vigueur sur la violence faite aux femmes pour pénaliser les agresseurs coupables de harcèlement, de diffamation ou d'injure. Et donc, des évolutions pareilles peuvent nous pousser à croire en un avenir meilleur. Mais selon les militants, l'ascension reste très lente. Et pour comprendre pourquoi, Madame Nadia Ahmeiti a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc Nadia Ahmeiti, c'est une membre du bureau de l'ADFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc, et qui est très connue pour son militantisme pour les droits des femmes. C'est notamment la créatrice d'une page Facebook qui s'appelle Stop au harcèlement des femmes dans la rue. Oui, d'accord. Ouais, et dans un rapport de 2015 sur l'état des droits des femmes au Maroc, publié par plusieurs associations coordonnées par l'ADFM justement, l'association souligne que de nombreux chantiers de réforme sont ouverts depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2011, mais elle souligne aussi que leur exécution est très très lente. Alors, selon elle, c'est dû à une volonté, je cite, à une volonté de régression quant aux acquis en matière des droits des femmes, une absence d'harmonisation entre les engagements internationaux du Maroc et l'arsenal juridique en place, et une lenteur à mettre en place les instances constitutionnelles, notamment l'APALD, qui est l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, prévue par l'article 19 de la Constitution de 2011. La loi que j'ai citée tout à l'heure aussi, la loi 103-13 contre la violence faite aux femmes, c'est un début dans le chemin de la protection des droits des femmes, mais elle a occulté des aspects importants tels que la violence domestique institutionnelle. Cette loi a besoin de la mise en place de mécanismes pour qu'elle soit appliquée, à savoir des cellules dédiées au sein des commissariats et tribunaux ayant pour mission l'accompagnement et l'orientation des victimes de violences. Une autre question qu'on lui a posée, quel avenir on pourrait prévoir pour les femmes au Maghreb, et elle nous a répondu que, selon elle, au Maghreb, les femmes devront encore lutter pour accéder à leurs droits, et la Tunisie est la preuve qu'on peut y arriver. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la Tunisie est relativement plus développée sur ce point de vue-là. Et le changement des mentalités, je cite encore une fois, est le plus dur de tous les combats que mènent les mouvements féministes au Maghreb, tant au niveau de la masse que de l'élite politique. Une dernière question que je lui ai posée, est-ce que des associations comme la DFM réussissent à faire entendre leur voix? Et comment est-ce qu'ils s'y prennent au final? Est-ce qu'ils y arrivent vraiment? Alors, sa réponse, la DFM mène un plaidoyer auprès des institutions et fait du lobbying auprès des partis politiques afin que des politiques publiques sensibles au genre voient le jour, et ceci à travers des tables rondes et journées d'études, la présentation de mémorandums aux parlementaires et la production d'études en collaboration avec des experts reconnus. Grâce à cette démarche, la voix de l'ADFM est entendue et l'association est souvent sollicitée par les institutions pour consultation dans son domaine d'expertise. Donc c'est assez rassurant finalement, et on la remercie d'ailleurs, Madame Ahmeiti, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Tout à fait, on la remercie chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à tes questions. C'est toi qui as eu cette initiative, oui, et c'était très bien. C'est une bonne initiative. Et donc pour finir, on pourrait donc conclure en disant que les femmes au Maghreb, même si elles ont finalement obtenu un statut juridique égal à celui des hommes, restent fortement discriminées. Comme je l'ai dit, en théorie ça va, en pratique pas trop. Le statut social évolue peu ou pas, et malgré une ascension fulgurante vers le développement après les indépendances, les droits des femmes sont constamment remis en cause finalement, en raison d'une vision religieuse omniprésente dans la vie de la majorité des Maghrébins, un islamisme politique très marqué depuis la fin des années 1970, qui s'oppose à des tendances progressistes et qui fait reculer finalement les mentalités et les comportements. C'est donc un petit peu un retour en arrière, mais avec Internet et les réseaux sociaux, la parole qui s'y libère pour dénoncer ces violentes inégalités, les choses devraient en effet avancer plus rapidement. Affaire à suivre donc. Très bien, eh ben, merci beaucoup Wabla. Merci à vous. D'ailleurs, cette interview à côté était vraiment, vraiment intéressante aussi. Puis bon, finalement, c'est une situation qui est préoccupante. Ouais. C'est vrai qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux, bah, finalement, comme pour les printemps arabes, en fait, c'est plutôt un signe encourageant. Ouais, c'est ça.
Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on quitte le Maghreb pour se rendre du côté de la RDC, puisque Trésor, tu vas réagir un petit peu à la nomination du docteur Denis Mukwege au prix Nobel de la paix d'il y a à peine une dizaine de jours, je crois. Donc on t'écoute. Tout à fait, Nicolas, et parce que en effet, en Afrique, les femmes sont des grandes victimes de conflits armés, puisqu'elles sont en particulier les cibles des viols. Et les viols qui est d'ailleurs considéré à juste titre par l'Organisation des Nations Unies comme une véritable arme de guerre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la République démocratique du Congo, le pays que je connais bien. Et d'abord, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez une ancienne appellation de la République démocratique du Congo? Parce qu'elle en a connu plusieurs. Quelqu'un connaît une ancienne appellation de la RDC? Il y en a même deux qui sont faciles à trouver. La RDC, ça appartenait à qui avant? C'était... Qui est-ce qui a colonisé? Ça, c'est pas grave. La Belgique. Oui, très bien. C'était donc le Congo belge avant. Exactement. Alors, pour vous situer, c'est que la République démocratique du Congo, qu'on a appelée dans le passé les Zaïre ou les Congo belges, est un pays immense au centre de l'Afrique et à peu près 4 fois plus grande que la France, et avec pas loin de 80 millions d'habitants divisés en 500 ethnies. Et le pays est connu pour ses ressources naturelles très abondantes, convoitées par les multinationales qui servent par exemple à fabriquer nos téléphones portables ou nos ordinateurs. Donc, depuis son indépendance vis-à-vis de la monarchie belge en 1960, la RDC a été le théâtre des guerres cycliques jusque dans les années 2000, caractérisées par des massacres à grande échelle et qui se chiffrent en millions de morts d'après certaines estimations et d'innombrables déplacés internes. Et aujourd'hui, on en est où? Agathe, aujourd'hui, bien que les pays se soient stabilisés, dans l'est de la République démocratique du Congo, des rebelles profitent de l'absence et de l'autorité et de l'insécurité générale pour exploiter illégalement les ressources naturelles dans la région, tandis que l'armée et la police nationale ne possèdent pas des ressources techniques ou financières nécessaires pour les stopper, ou même protéger la population civile et en particulier les femmes qui sont chaque jour victimes de viols dans cette zone. Et par exemple, en 2010, plus de 154 civils avaient été violés par les rebelles dans 13 villages différents. Mais au sein de la population civile, on peut aussi noter un phénomène de culture des viols, parce que beaucoup d'anciens combattants des groupes rebelles ont été démilitarisés au début des années 2000 et ont été intégrés dans la société sans un réel programme de réinsertion sociale. Même au sein de la population civile, on peut noter un phénomène de culture des viols, parce que d'anciens combattants des groupes rebelles ont été démilitarisés au début des années 2000 et ont réintégré la société sans un réel programme de réinsertion sociale. Et la majorité de ces gens sont traumatisés et ont vécu pendant des années dans des groupes qui utilisaient les viols. Et dans les consciences de la plupart de ces anciens membres des milices, les viols n'est pas considéré comme un crime. Et comme vous le savez, les viols peut avoir des conséquences graves sur le bien-être physique, émotionnel et social de la victime. Parce que sa santé peut être directement atteinte, comme avec des grossesses non désirées, des problèmes gynécologiques, des maladies sexuellement non transmissibles, je voulais dire, ou encore des traumatismes de la santé mentale. Et en République démocratique du Congo, de nombreuses femmes et filles violées souffrent des complications médicales et des traumatismes mentaux graves, mais n'ont que très rarement accès à une assistance médicale ou psychosociale. Et de plus, les victimes sont souvent réticentes à parler de leur agression puisque la stigmatisation est encore forte pour les victimes de violences sexuelles, lesquelles sont souvent désignées comme responsables et rejetées par leurs proches ou leur communauté. Alors, maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de la personne qui a fait parler de son nom. Il s'agit du docteur Denis Mukwege, en fait, le prix Nobel de la paix 2018. Et d'abord, lui, peu connu par le public international, jusqu'à son prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege est un grand combattant qui lutte contre les violences sexuelles faites à la femme à travers les lobbying auprès des organisations internationales et des ONG des droits de l'homme. Qui est exactement Denis Mukwege, l'homme qui répare en fait les femmes dans l'est de la RDC? Et en fait, Denis Mukwege, lui, est né le 1er mars 1955 à Bukavu, dans l'est, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Après ses études de médecine au Burundi voisin, il rentre au pays pour exercer à l'hôpital de l'Emera, à l'est de la République démocratique du Congo.
Il découvre alors des souffrances et des femmes qui, faute des soins appropriés, sont régulièrement victimes de graves lésions génitales. Et après une spécialisation de gynécologie obstétrique en France, il rentre à l'Émirat en 1989 pour animer les services gynécologiques. Alors, lorsqu'éclate la première guerre du Congo, en 1996, cet hôpital est totalement dévasté. Mais alors, avec la guerre, il n'a pas tenté de s'enfuir? Et non, au contraire, en 1999, il crée l'hôpital de Panzi, conçu pour permettre aux femmes d'accoucher convenablement. Mais malheureusement, le centre devient rapidement une clinique de viol à mesure que l'Est de la République démocratique du Congo sombre dans l'horaire de la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2013. Une guerre qui était particulièrement meurtrière. Hein, tout à fait, exactement, parce que ça a impliqué plus de 7 pays africains. Et du coup, il opère sans relâche des femmes, des filles et parfois même des bébés. Et outre la prise en charge médicale, il organise même des prises en charge psychologiques et juridiques, ainsi qu'une aide à la réinsertion sociale. Alors, lui-même dans le viseur, il échappe de justesse un soir d'octobre 2012 à une tentative d'attentat. Et justement, est-ce que tu sais qui a commandité, enfin on sait aujourd'hui qui a commandité cet attentat? Oui, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de rumeurs, mais il n'y a pas encore une réponse officielle sur ça, mais quand même des gens soupçonnaient les rebelles. D'accord. Mais après un court exil en Europe, il rentre en janvier 2013 à son Bukavu natal où il vit actuellement sous la protection permanente des soldats de la mission des Nations Unies au Congo. Et il devient alors le plus grand spécialiste au monde dans la réparation des traumatismes de l'appareil génital de la femme. Alors, ses recherches scientifiques aboutissent à une thèse de doctorat présentée à l'Université libre de Bruxelles en octobre 2015. Et de nombreuses de ces opérations sont première mondiale. Il est désormais le professeur Mukwege et homme scientifique récompensé par de nombreux prix académiques. Aux États-Unis et en Asie, il est classé en 2016 par les magazines The Times parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Et alors, je vous ai parlé tout à l'heure des ressources utilisées pour fabriquer nos téléphones et ordinateurs. Il prête justement son image à une campagne mondiale pour inciter les multinationales à contrôler leur chaîne d'approvisionnement pour s'assurer qu'elles n'achètent pas des minerais de sang qui contribuent bien sûr à alimenter la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et son combat pour les droits humains, contre l'injustice, l'impunité et le silence, lui valent aujourd'hui d'être récompensé par les prestigieux prix Nobel de la paix 2018, d'ailleurs aux côtés de la jeune yazidi Nadia Mourad que vous connaissez aussi. Et engagé contre l'oppression du gouvernement, où il a encouragé fin juin 2018 les jeunes Congolais à lutter pacifiquement contre le régime du président Joseph Kabila, plutôt que de miser sur les élections prévues le 23 décembre 2018, dont, dit-il, on sait d'avance qu'elles seront falsifiées. Et donc, mais comment le régime a réagi, pardon. Est-ce qu'il a apprécié? Justement, ces déclarations ne plaisent pas évidemment au gouvernement ou au régime de Kinshasa, parce que pendant cette période préélectorale, les choses sont un peu très sensibles du côté de Kinshasa, et puisque depuis le 5 octobre 2018, alors qu'il a reçu une centaine de messages de félicitations de partout dans le monde, et jusqu'à présent, le docteur Denis Mukwege n'a reçu aucun message de félicitations de la part de la présidence de la République, et sauf une petite réaction de la part du porte-parole du gouvernement, M. Mende, qui, après l'annonce du prix Nobel, a quand même félicité le docteur. Mais malgré cela, le docteur Mukwege continue à donner l'espoir à plusieurs milliers de femmes victimes de viols, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier. Comme il aime le dire, l'homme cesse d'être l'homme lorsqu'il ne sait plus donner l'espoir et ne sait plus donner l'amour aux autres. Et c'est d'ailleurs, Nicolas, sa citation la plus célèbre en République démocratique du Congo actuellement. Et c'est une très belle citation. Merci beaucoup, Trésor, parce que je pense que tu mets en lumière un conflit dont on n'entend pas forcément parler très souvent. Et je pense aussi que le docteur Mukwege méritait cette mise en lumière à travers le prix Nobel. Et je pense que tu as très bien résumé sa biographie et son œuvre finalement pour les femmes. Très bien, et c'était notre 4e chronique pour cette première émission.
Alors, merci à vous quatre d'avoir participé à cette première. Avec grand plaisir. Merci. En espérant que cette première émission vous a plu, voilà. Alors, vous qui venez de nous écouter, vous pourrez retrouver chaque chronique sur la page Facebook La PNIX, le journal international, et sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts de chaque émission de la PNIX sont d'ailleurs maintenant disponibles sur les plateformes iTunes et Spotify grâce au travail de Flavien, que je remercie au passage. Et je rappelle aussi que des articles inspirés des chroniques que vous venez d'entendre seront disponibles sur le site institutafriquemonde.org. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have